Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs. Vous l'avez reconnu par son générique qui fait battre le cœur. C'est bien votre émission Le Point sur l'actualité sur les antennes de Foyo Média Africa. Et aujourd'hui, on s'intéresse à une crise qui frappe les États-Unis, crise financière. Après la crise de subprime de 2008, il faut bien dire que c'est la crise la plus forte, la plus difficile que traversent les États-Unis d'Amérique. Il s'agit de la faillite de la SVB, c'est-à-dire la Silicon Valley Bank. Eh bien, c'est la 16e banque du pays. Alors, que se passe-t-il de ce côté-là? Quelles conséquences cela pourrait avoir sur l'économie mondiale et même singulièrement sur l'Afrique? On va en parler. Votre avis compte, il faut bien le dire, puisque beaucoup d'entre vous savent ce qui s'est passé en 2008 avec la crise des subprimes qui a quand même laissé beaucoup de plumes sur le carreau. Eh bien, comme d'habitude, vous nous suivez sur la 96.3 FM. C'est notre radio qui émet d'ailleurs sur le satellite Eutelsat, le même satellite qui vous permet de nous recevoir dans vos différents domiciles. Et naturellement, Facebook et YouTube accompagnent nos internautes. Quant aux autres, ils ont téléchargé l'application de Foyo Média Africa sur Play Store. Et tout cela nous honore. Eh bien, pour en parler, deux de nos invités. Le géopoliticien Luc Michel sera avec nous. À côté de lui, notre consultant permanent, Jonathan Batengene. Joe, bonsoir. Bonsoir Bachir Mohamed Adam, bonsoir à tous nos téléspectateurs. C'est toujours un plaisir que d'être là et de pouvoir répondre présent à ces invitations. Et puis, bon retour de la capitale. Oui, la capitale. C'est vrai que nous avons tous fait un tour de ce côté. Tout à fait, tout à fait. Yaoundé, où il pleut beaucoup, il faut le dire. Oui. Nous saluons aussi tous les habitants de la capitale, toutes les capitales africaines qui nous regardent. Tous les villages également, parce que nos capitales autrefois furent des villages. Tous les villages africains, tous ceux qui nous reçoivent et qui participent à cette belle victoire que nous réalisons tous les jours en repoussant les barrières de l'obscurantisme. Bien sûr, en la compagnie de ces braves techniciens, M. Martinson, M. Adrien et tout l'autre personnel de Foyo Média, la direction générale des autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense, qui mettent de l'eau au moulin pour que la sécurité soit au rendez-vous. Ils le travaillent tous les jours et permettent aux citoyens de vaquer à leurs occupations. Leur disons bravo. Pas seulement celle du Cameroun, celle également de partout en Afrique qui combattent les nébuleuses terroristes, qui combattent tous ces groupes obscurantistes venus avec le soutien des Occidentaux pour recréer le chaos. Nous adressons notre soutien à un vaillant combattant, surtout un héros des temps modernes, le grand leader de la jeunesse panafricaniste aujourd'hui au Burkina Faso, mais pas seulement la jeunesse, de tous les panafricanistes du Burkina Faso, notre frère Nestor Podacé. C'est un véritable héros. Il a porté haut le flambeau, il est en train de payer le prix de la victoire, il le paye cher de sa liberté. Il est écroué dans une prison injustement au Burkina Faso. Nous appelons encore l'attention du président Ibrahim Traoré pour que la situation de Nestor trouve un dénouement dans les prochains jours. Nestor ne mérite pas son sort. Nestor ne mérite pas ce sort injuste. Nestor est un véritable héros. C'est l'un des piliers de soutien de la révolution burkinabé. C'est d'ailleurs l'un des acteurs majeurs qui a rendu cette révolution possible. Nestor, nous t'avons à cœur. Toute l'Afrique te salue. Toute l'Afrique te porte en honneur. Nous sommes fiers de ce que tu as accompli. Nous n'avons pas honte de toutes les déclarations que tu as faites, car dans un combat, il y a bien sûr des moments où nous prenons des actes décisifs, des actes qui fâchent. Tu as été héroïque et le héros que tu es mérite d'être célébré tous les jours. Tous les jours que tu passeras, tous ceux qui voulaient te taire vont nous donner l'occasion de te célébrer et toute l'Afrique te célèbre. Tu es un héros, ton nom est inscrit en lettres d'or dans le livre des héros de l'Afrique. Bonsoir bien sûr à Luc Michel. Très bien, très belle transition d'ailleurs, c'est ce qu'on voulait faire Luc. Bien bonsoir, merci d'être avec nous. Luc Michel, je crois que votre micro n'est pas allumé. Oui? Je disais que j'entends pas du son. Voilà. Je souhaite une bonne soirée aux téléspectateurs. À Jonathan et à toi-même. Merci d'être là, Luc. Alors, plantons le décor avec justement cet élément que nous a préparé la rédaction centrale avec la plume de Nguéné. On va suivre cela et on revient juste après.
Cet accord majeur concerne un vaste programme de sous-marins à propulsion nucléaire destiné à tenir tête à la Chine dans le Pacifique. De papier, on y retournera tout à l'heure. C'était dans le cadre du journal de l'Occident. On y retournera tout à l'heure. Mais puisque nous parlons justement de cette faillite, Luc Michel, de la Silicon Valley Bank du côté des États-Unis d'Amérique, alors il faut bien rappeler, c'est la deuxième plus grosse crise que traversent les États-Unis. Alors Luc, que doit-on savoir de ce qui se passe avec la Silicon Valley Bank? Mais c'est l'économie américaine qui est en train de s'effondrer. La Silicon Valley, c'est le cœur de l'économie américaine. Ça a des liaisons avec le monde entier. On commence à parler de répercussions à Bruxelles et à Londres sur les banques européennes. Évidemment, ce qu'il faut retenir dedans, c'est que ça prend place dans le cadre d'un effondrement de l'économie occidentale. Aujourd'hui, les BRICS sont supérieurs en produit intérieur brut au G7. C'est l'économie, ce qu'on appelle l'économie du tiers-monde maintenant, qui est en train de l'emporter sur l'économie occidentale. Ces gens qui, il y a un an, voulaient faire écrouler l'économie russe, eh bien aujourd'hui, c'est leur économie qui s'effondre. On a quand même du mal à voir le pays, les États-Unis d'Amérique, dans une situation comme celle-là. C'est vrai que ça rappelle avec beaucoup de similitudes la crise de 2008. Oui, ça ressemble à la crise de 2008. Et c'est bien d'avoir ça. Et Luc l'a dit, c'est l'effondrement de l'économie états-unienne. Mais nous allons aller un peu plus loin. Okay. C'est le signe de la malgouvernance aux États-Unis. La malgouvernance. Les États-Unis sont mal gouvernés. Pas ce que nous avons toujours à décrire en Afrique. C'est le summum de la malgouvernance. Alors, prenons les éléments FTX. Parce que pour parler de cette faillite, il faut voir de bout en bout tout ce qui a provoqué la faillite. Vous avez derrière la faillite du fonds de la banque qui s'occupait, du fonds d'investissement qui s'occupait de la conversion des crypto-monnaies avec des devises fiduciaires, l'euro et le dollar, la Silvergate Bank. La Silvergate était une interface de blanchiment et de détournement d'argent grandeur nature. Commençons par les éléments. Ils avaient une structure, Alameda Research, qui déclarait être propriétaire d'un portefeuille de 130 entreprises. Parmi les 130 entreprises, on a découvert qu'il n'y en avait que 101 existantes. Et les 101, toutes étaient en faillite. Alors, toutes ces 101 investissaient dans un fonds d'investissement, dans un crypto-actif qu'on appelait le FTX. Mais qu'est-ce que le FTX? Si Joe Biden est président, c'est le FTX. 90% des financements de la campagne de Joe Biden émanent du FTX. D'ailleurs, Sam Bankman-Fried, qui est l'homme qui a été utilisé pour la dite opération, a été arrêté par les autorités états-uniennes. C'est devenu un scandale au sein de l'administration Biden. Et 3 sénateurs se sont intéressés au cas. Une démocrate et 2 républicains, parmi lesquels John Nelly Kennedy. Au terme de l'interview, on s'est rendu compte que c'était le montage d'une pyramide de Ponzi par les démocrates pour voler l'argent qui était alloué à la campagne, mais aussi pour voler l'argent des contribuables américains, du moins des investisseurs américains. C'est l'exemple qu'aux États-Unis, il n'y a aucune moralité pour se faire de l'argent. Vous avez le montage des chaînes de vol, des chaînes d'escroquerie et d'arnaque sous fond de banques de crypto-monnaies. Et cette banque-ci, la SBV, était une banque qui affichait un capital en 2022, dans le bilan, 209 milliards de dollars. Mais ce qu'on apprend des analyses, c'est qu'elle avait un déficit de plus de 70%.
Donc il y avait 30% de l'argent qu'elle déclarait qui pouvait être réel. Du vol. Souvenons-nous, vous avez mobilisé la question de 2008. 2008, beaucoup de gens ne se souviennent pas de ce qui s'est passé. Les gens sont allés, ils nous disent qu'ils sont dans les systèmes de démocratie parfaite, de bonne gouvernance, de transparence. D'ailleurs, ils ont même des logos pour ces trucs-là. Alors, 2008, qu'est-ce qui s'est passé? Les entreprises de cotation, qui sont en fait les agences de notation. Les agents de notation, Moody's, Standard & Poor's, Bloomberg, ces agences jouent un rôle majeur dans la crédibilisation de la parole des débiteurs, des banquiers, des banques, ainsi que des débiteurs institutionnels. Et ces agents de notation ont pour but de convaincre les créanciers. Bon, quand on dit convaincre ici, ce n'est pas qu'ils vont venir parler avec les créanciers. Les rapports, justement. Et pour s'assurer que leur travail est un travail fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'ils utilisent des algorithmes fiables, parce que c'est des analyses qui se font avec des algorithmes, c'est parfois informatisé, ils recrutent des mathématiciens, des statisticiens, des spécialistes de la modélisation. Et ces agences, quand elles produisent, elles sont contrôlées, donc en guise de transparence, elles sont contrôlées par les responsables, par des employés du Trésor états-unien. Alors, en 2008, les agences de notation ont donné de faux rapports, produit de faux rapports, des rapports erronés, avec des biais volontairement introduits, qui donnaient de la valeur, une valeur factice à des dettes qui étaient vendues sur le marché des valeurs. Voyez un peu? Donc des gens s'organisent pour dire que Bachir, bon, Jonathan a un téléphone qui vaut normalement, disons, 20 sous. Et d'entente avec un ami, peut-être un ami de la boîte, il dit, bon, Jonathan, nous on va te placer le téléphone à 50 sous. Et les 50 sous, ça va permettre de couvrir une dette que tu as. Donc, tu vas être certainement, tu vas réussir à vendre ton téléphone 50 sous et on va éponger la dette. Mais celui qui achète la dette, il prend un téléphone de 20 sous. C'est-à-dire que même les normes prudentielles internationales, les normes prudentielles de Genève, oui, ne sont pas respectées. Le basique dans la finance, ce qui garantit simplement que les banques soient couvertes et que les actifs des contribuables, des usagers soient couverts, n'était pas respecté aux États-Unis. Ils ont vendu comme ça des crédits qui ne valaient rien à des prix d'or. Et quand il y a eu le tsunami, l'affaire a été éventrée. Parce qu'il y avait un besoin de refinancement de l'économie. Oui. Et quand tout le monde a voulu solliciter les banques, on s'est rendu compte qu'elles n'avaient pas couvert assez leurs arrières. Et ça allait de fil en aiguille, parce que ces banques avaient revendu ces paquets de crédits sur les marchés de titres, dans les bourses. Une crise que Nicolas Sarkozy appelait la crise de moralité. Il disait que c'était l'absence de morale dans le capitalisme qui a créé cette crise. C'est une manière élégante de dire la corruption a créé la crise. Voilà les gens qui nous rappellent tout le temps que nous avons des pays corrompus, des pays qui ne sont pas bien dirigés, où on vole l'argent. Joe Biden est mêlé à une affaire de vol d'argent, les FTX. Vous avez vu une enquête contre lui? Vous avez vu les médias occidentaux quand on parle de la chute de la SBV le citer? C'est un pays africain, vous devriez tout voir. On devait tout écrire. Jeune Afrique devait être mobilisée. On devait mobiliser le monde, l'humanité. La bien-pensance devait s'ériger en donneur de leçons universelles. Alors que voilà, la 16e banque états-unienne était une interface du vol d'argent, était une interface du pillage des ressources. Et sa chute
n'a suscité aucun émoi, aucune analyse profonde sur les causes réelles de sa faillite. Mais bien plus, ça révèle aussi quelque chose. Parce que la chute de cette banque montre que le capitalisme triomphant états-unien, qui s'était présenté comme étant celui qui allait assommer l'économie russe, est aujourd'hui pris à son propre piège. Pourquoi? Parce que même en termes du marché des crypto-actifs, il se trouve que la Russie était un key player dans le marché des crypto-actifs. Donc le retrait des actifs russes a eu certainement un impact dans la chute des prix de ces devises. Un élément clé. Tout à fait. C'est devenu un élément. Vous savez que les Russes ont davantage bâti un système qui est protectionniste et qui utilise le Bitcoin. Donc certainement, ils ont acheté aussi des crypto-actifs dans des devises qui ne sont pas contrôlées par les États-Unis. Et donc, à ce moment-là, si les milliardaires russes sont sortis du système, ça fragilise le système. Les États-Unis sont en train d'expérimenter la faiblesse même de leur capitalisme. Et il y a un autre élément. J'ai vu un journal états-unien qui annonçait une offensive contre le dollar. Une offensive contre le dollar. Parce que SBV, derrière, avec tous les montages, toutes les sociétés qu'on a citées là, la Silvergate Bank, la Research Alameda, FTX, le fonds FTX, tous ces éléments, il y avait un projet pionnier de conversion, de contrôle des conversions des devises fiduciaires avec les crypto-actifs. Et c'était le grand rôle de la SBV. Mais ça se faisait sous forme d'escroquerie, d'arnaque, de pyramide, de Ponzi bien montée par les autorités états-uniennes. Donc, avec ça, les États-Unis sont en train d'expérimenter la chute d'un projet pionnier dans un domaine futuriste. C'est-à-dire qu'ils voulaient se placer comme étant la tête de pont dans l'économie numérique de demain. Eh bien, la chute de cette banque augure que les États-Unis vont certainement avoir de sérieux challengers. Vous savez que là, à contrario de l'autre en face, les Chinois ont développé leur propre monnaie, leur propre crypto-monnaie sur la base de leur monnaie nationale. Et ils sont en train de rendre cette monnaie viable. Avec le système MIR qui s'érige de l'autre côté, on va voir de plus en plus des crypto-actifs dans le monde alternatif des BRICS se développer et certainement faire concurrence aux crypto-actifs qui ont été développés autour du dollar. Très bien, merci Joe. En tout cas, tout est clair. Luc Michel, mais pourquoi tout ceci inquiète tant du côté de Bruxelles? Mais parce que l'économie européenne est liée aux banques américaines et parce que ces gens vont investir imprudemment dans les banques américaines. On se souvient en 2008 de la crise des subprimes. La crise des subprimes américaines a entraîné la chute de l'économie européenne. C'est la même chose aujourd'hui. Ce sont des économies interdépendantes. Le G7, c'est une unité. C'est le bras économique et financier de l'OTAN. C'est cela qu'il faut retenir. Et c'est ce bras économique et financier qui est touché au cœur. Nous sommes au début d'une crise, pas au milieu, à la fin ou à la conclusion de celle-ci. C'est ce que Luc dit. Alors, c'est-à-dire que les prochains jours s'annoncent encore critiques, décisifs pour les États-Unis et pour, je vais dire quoi, pour les États-Unis et pour Bruxelles, l'Union européenne, entre autres. Il faut noter que la SBV était un des acteurs au sein duquel les États-Unis avaient développé la deuxième plateforme de financement des cryptoactifs. Et donc, vous savez que les cryptoactifs ont une nature. C'est qu'elles n'ont pas de nationalité. À un certain moment, elles se vendent sur tous les territoires. Et les personnes qui y souscrivent les utilisent pour des opérations précises. Actuellement, que le FTX, il y a eu une crise autour de FTX. Il y a une crise également à partir de, ils appelaient ça, c'est le Silver Coin. Ça a également connu une crise. Avec directement la chute de SVB. Eh bien, il y a un risque de généralisation parce que beaucoup de banques occidentales ont
cru à la robustesse. Et quand nous parlons de croyance, ça nous rappelle 1967. Le décret du président Reagan, où il dit que désormais, les États-Unis garantissent l'économie mondiale sur la base des pétrodollars. Donc le dollar devient l'étalon universel des échanges internationaux. Et tous les États vont faire confiance aux États-Unis parce que les États-Unis sont considérés comme la superpuissance par excellence. Donc la confiance que les Occidentaux ont, c'est une confiance assise sur le fait que les États-Unis sont la superpuissance. Ils ont la puissance militaire d'aller arracher les ressources partout où ils veulent. Rien ne peut leur échapper. Ils ont 850 bases militaires. Eh bien, tout ça va s'effondrer. Parce que maintenant, les États-Unis ne contrôlent pas une bonne partie du monde. Il y a la Chine, il y a les BRICS qui sont aujourd'hui en train de proposer une alternative sérieuse. Les BRICS qui engagent une banque qui va challenger la Banque mondiale. Les BRICS qui ont des banques qui proposent des crédits à des taux d'intérêt avantageux. Il y a une Russie qui est en train de connaître des taux de croissance super impressionnants. Pendant ce temps, les économies européennes rentrent dans une phase de quasi de ralentissement. Parce que vous allez voir que les indicateurs des économies européennes, les croissances n'atteignent pas 2%. Pour 2023 encore, on parle de croissances qui seront autour de 1,2, 1,4%. Les États-Unis eux-mêmes qui sont la locomotive de cette économie, leur croissance n'est plus impressionnante. Déclassement des États-Unis. Et comme ils ont fait confiance aux États-Unis, les banques européennes seront les plus touchées par ces crises. Vous savez qu'avec aussi le système de sanctions qu'on a réussi, ils ont permis de limiter les risques de casse avec un certain monde. Donc eux-mêmes ont circonscrit la zone de progression de la crise. Le grand enjeu, c'est pour nous, Africains. Oui. Comment nous envisageons dans le rapport financier avec l'Occident. C'est en cela que la réunion qui a été convoquée par le président Paul Biya pour la CEMAC et qui va poser sur la table la question de franc CFA devient cruciale. Qu'est-ce que les Africains envisagent? Il faut couper le cordon ombilical, du moins dans le domaine financier, avec l'Occident. Parce que l'Occident est fait d'actifs malsains, des actifs pollués. Quand vous avez ce genre de montage de pyramide de Ponzi qui est autour de SVB, comment vous pouvez commercer avec de telles banques et ne pas vous attendre à voir les effets négatifs, les effets pervers de cette relation? Lorsqu'elles entrent surtout en crise, à cause de leur réalité, c'est qu'elles ne sont pas des banques, elles sont des officines de détournement d'argent. Comment éviter cela si vous n'avez pas coupé le cordon ombilical? Donc les économies africaines gagneraient à davantage s'émanciper de la dépendance à la finance occidentale, à la finance dominante en Occident. Même par les lignes de crédit que nous prenons, il faut limiter. Il faut une analyse de risque qui pondère la masse financière des capitaux provenant d'Occident dans la participation budgétaire des États africains. Il faut une analyse de risque qui prenne en compte ce facteur. Parce que ces actifs malsains qui viennent de ces pays-là, il y a un risque que lorsqu'ils entrent en crise, ces crises nous contaminent également. Très bien. Luc Michel, alors justement, c'est là où je voulais en venir. Est-ce que, comme ce fut le cas en 2008, la crise aujourd'hui des SVB pourrait avoir un impact sur l'économie mondiale? Bien entendu, l'économie mondiale est déjà en crise. Hier matin, Mme Lagarde annonçait que c'était une crise économique qui s'annonçait en Europe. Le ralentissement de l'économie mondiale, mais surtout de l'économie occidentale, est annoncé. Tout ce qu'on va essayer maintenant, c'est de freiner celui-ci. Mais par rapport à la crise de 2008,
on sait qu'on a les mêmes effets et qu'on n'a pas tiré les leçons de cette crise. On n'a pas tiré les leçons de cette crise. Luc, et l'Afrique dans tout ça, Luc Michel, et l'Afrique dans tout ça? Écoutez, l'Afrique, elle a le choix, comme l'a dit Jonathan, où l'Afrique va rompre avec l'économie occidentale, où elle va encore être entraînée dans la crise. Les économies africaines, on l'a très bien compris au Nigeria ou en Afrique du Sud, qui veulent encore être liées à l'économie américaine, elles prennent un risque systémique. Ce n'est plus possible de faire confiance à des escrocs. L'économie américaine, c'est une espèce d'économie monopolie qui repose sur du bloc médiatique, sur des escroqueries monétaires. Ce n'est plus possible de continuer avec des gens pareils. Très bien. Jonathan Batengini, cette crise, la même question que je l'ai posée à Luc Michel, est-ce qu'elle peut avoir un impact sur le monde entier? Et à côté de cela, quand même, elle va s'ajouter à la crise ukrainienne? Ou c'est la continuité tout simplement de la crise ukrainienne? Un impact, c'est d'abord que vous avez suivi qu'il y a un plan il y a un plan de sauvetage de cette banque. Oui. Le premier impact, c'est l'adoubement de la mafia qui dirige ce qu'on appelle la finance internationale. Regardez que des gens ont créé des mécanismes de vol d'argent. Ils ont mis ça sous le label de banque. Ils ont bien volé l'argent. Et à la fin, quand c'est en train de couler, c'est l'État états-unien qui est encore mobilisé. Donc, le peuple états-unien, le pauvre contribuable, qui est mobilisé pour débourser de l'argent pour aller sauver quelque chose qui ne sert qu'à voler. Et cet argent sera donné à qui? L'argent sera utilisé pour quelques entreprises, des multinationales, parce que il faut y voir, les États-Unis ne le financent pas parce que cette banque est trop importante au sens du petit contribuable. C'est parce que dans sa course technologique avec la Chine, cette banque a trop de relations avec les PME qui assurent un certain nombre de services dans le domaine des nouvelles technologies. Et puis, il y a les actionnaires, les gros actionnaires derrière. Quand vous regardez les gros actionnaires, vous voyez que vous retrouvez les gros fonds d'investissement qui sont toujours cités au niveau des États-Unis, comme les BlackRock, les Rosemont, les BlackRock et d'autres fonds d'investissement qui ont toujours eu le contrôle de la finance états-unienne. Et dans les BlackRock, vous trouvez les mêmes banques qui enrichissent les fameuses oligarchies financières états-uniennes. Donc, les États-Unis, c'est un espace où les plus riches créent une banque pour voler, finissent de voler, ça chute, l'État rachète encore et met de l'argent pour qu'il s'empiffre davantage. Vous voyez un peu ça? C'est un système des plus injustes qui a été créé. C'est le premier impact pour le monde. C'est qu'on adoube cette oligarchie, cette mafia financière et d'affaires qui se constitue en oligarchie dominante aux États-Unis. Le deuxième, c'est que par la contagion des actifs malsains qui ont été distribués dans le monde, avec le regard complaisant, je tiens à rappeler que quand moi je parle de banditisme, ce n'est pas mes propos, hein. C'est John Ray III qui était à la tête qui a géré les affaires de la Silvergate pendant qu'elle était mise sous administration, qui lui-même est arrivé à la conclusion que vraiment ce genre de vol, il n'a jamais vu ça. C'est un fonctionnaire du Trésor états-unien. Il a déjà travaillé dans l'affaire Enron. C'était encore un autre vol aux États-Unis. Alors, quand vous voyez donc les actifs financiers qui ont malsains, qui ont circulé, qui ont été échangés, on ne peut pas nous dire qu'aux États-Unis, où il y a un service de renseignement, il y a au moins 3 services de renseignement spécialisés dans le renseignement sur les financements. Et on ne peut pas nous dire que ces gens n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Donc ça a été volontairement
tolérés par les autorités états-uniennes, qui ont laissé ces actifs circuler dans le monde, et dont les parties du monde où ces actifs ont été vendus vont être touchés, particulièrement les pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, la France. Parce qu'à côté, il y a un autre scandale qui est en train de couvrir, c'est l'entreprise Binance. Oui. Il y a les Africains qui rentrent dans cette affaire, c'est la première plateforme mondiale. Mais le même problème guette cette affaire, Binance. C'est les mêmes types de situations qui sont créées. C'est les mêmes gens qui sont encore dans cette affaire. Vous allez voir, les fonds d'investissement derrière Binance. Vous allez voir effectivement que c'est les mêmes fonds d'investissement qu'on retrouvait. Du moins, il y a quelques variantes. Et parfois, ils ont racheté d'autres fonds d'investissement pour ne pas apparaître dans le bloc des actionnaires. Donc, ces gens sont encore en train de fabriquer. La circulation de ces actifs malsains dans le monde interpelle les États du monde. Mais ne comptons pas sur les Européens parce qu'eux, ils sont vassalisés par les États-Unis. Donc, ils vont subir cela de plein fouet. Ce qu'on a appris, c'est que la HSBC, qui est une banque, non pas d'affaires, mais c'était une banque de brigands. Au 19e siècle, quand HSBC venait à l'existence, c'était des brigands. C'était une banque qui finançait le commerce de l'opium. C'est la Hong Kong and Shanghai Bank. Les gens Bank Corporation. Les gens ne le savent pas. HSBC, c'est une banque suisse. Mais c'est une banque qui est née sous les actifs britanniques. Et les Britanniques qui ont créé ça, c'était les vendeurs d'opium. 19e siècle. Donc, HSBC a acheté la filiale britannique de SVB. Mais ces actifs malsains qui vont aller être vendus là-bas en Asie et qui vont être vendus à partir, et vous savez que HSBC c'est la banque où vous pouvez voler tout l'argent du Cameroun, vous venez ouvrir un compte. Ils ne demandent même pas l'origine des fonds. Quel drôle d'exemple. Ils ont des méthodes. Non, je prends un exemple pour montrer à quel point c'est une banque amorale. Oui. Elle est amorale, c'est même pas immorale, elle n'a pas de morale. Vous allez ouvrir votre compte à HSBC, on ne vous demande même pas l'origine des fonds. Ils ne se couvrent pas de ce genre de précautions. Vraiment, soyez le plus grand criminel. Dès que vous arrivez dans leur portail avec votre argent, vous allez sécuriser. Oui. Et le lendemain, vous pouvez utiliser votre argent partout, à partir de n'importe quel terminal dans le monde. Ils ont des conventions avec. Donc, HSBC a racheté. Comme quoi, le temple du vol vient de les adouber. En disant, vraiment, vous êtes même rentré dans la dimension qui convient pour être désormais apte à discuter dans le capitalisme occidental. HSBC, c'est l'un des temples du capitalisme occidental. Donc la conséquence, c'est que ce système mafieux est en train de se répandre dans le monde sous les oripeaux de systèmes financiers, adoubés par l'économie conventionnelle enseignée dans nos écoles. Oui. C'est-à-dire qu'on va dire aux plus jeunes que les banques sont régulées sous souvent les normes prudentielles de Genève, Genève 1, Genève 2. On va leur prendre des exemples tout à fait à la con, mais, pardon, je dis Genève de Bâle, oui. les accords de Bâle, de Bâle, Bâle 1, Bâle 2, on va leur parler de tout ça, mais c'est de l'abrutissement. Vous avez vu dans la gestion de SBV là, il y avait un peu de morale comme dans les conventions de Bâle. Non. Ces gens ne prennent pas ces précautions. La conséquence, c'est que le dérèglement au sommet va être adoubé. Les plus pauvres vont subir la crise parce que en Europe, ceux qui vont subir, aux États-Unis, c'est les plus pauvres. Ces masses-là qui sont toujours accroupis, à plat ventre, parce qu'on leur récite les mantras de mensonges. On leur dit la démocratie, la bonne gouvernance, les pays les mieux gérés, nous sommes le temple des droits de l'homme. Mais au sommet, c'est des voleurs qui sont en train de les diriger. Voyons ce qu'en pensent nos téléspectateurs avant de retourner vers Luc Michel. Jean Sakpono nous appelle depuis les États-Unis d'Amérique. Jean, bonsoir. Bonjour Bachir. Merci. Bonjour. Bonjour Jonathan, bonjour Luc Michel, bonjour à tous ceux qui appellent For You Media pour animer le débat. Syrie du Bénin,
Mamadou de l'Allemagne, je pense bien c'est ça. Mohamed de Londres. Et Gallo Célie, on a pu écouter son nom il y a un peu longtemps. Je pense qu'il va bien parce que la lutte que nous menons aujourd'hui, Bachir, nos ennemis ne dorment pas. Il faut tout pour quand même détruire. Alors aujourd'hui, c'est la panique qui s'installe. Vous parlez de la panique qui s'installe au niveau des banques. Comme le dit déjà vos invités, Jonathan a bien parlé de tout. Parce que tu sais, nous sommes dans un pays vraiment, tout est privatisé et les gens vivent d'une façon flamboyante. Et ils se font, l'argent devient le Dieu le plus important et les règles de moralité n'existent plus. Et tout est mélangé, tout le monde parle en argent. Et on continue de chercher l'argent jusqu'à même on fait des lois pour dire que chacun peut porter des armes à feu. Et on va aujourd'hui à la drogue. Les gens peuvent fumer la drogue facilement. Et ça devient un médicament. Tout cela à cause de l'argent. Alors, dans un état où tout cela se passe, qu'est-ce que vous voulez que ça arrive? Où les gens vivent d'une façon flamboyante, sans moralité, sans règles. Alors, nous, en Afrique, on ne devrait pas se paniquer dans la mesure où nous devons serrer nos ceintures. La faillite au niveau des États-Unis ne va pas forcément causer la faillite au niveau des États africains normalement, si nous sommes vraiment responsables. Donc, il faudrait que les États africains soient responsables, ne pas suivre les fausses statistiques de ceux-là. Vous vous souvenez de ce que Bruno Le Maire avait dit concernant la Russie, qui vont mettre l'économie russe à terre, alors que c'est eux qui seront. C'est comme ça qu'ils font des prévisions, des fausses prévisions. Ils se basent sur des statistiques, des fausses statistiques. Pourquoi aujourd'hui? Parce que la statistique, c'est la science. Ce qui se base sur la vérité, l'honnêteté, la fiabilité de vos études. Mais aujourd'hui, tout est parti en lambeaux à cause de l'argent. On fait la statistique pour plaire à ceux qui ont de l'argent, pour qu'ils continuent d'investir, alors que c'est faux. Ça a des risques. Et le risque, c'est ce que nous faisons face chaque fois. Non, pas nous paniquer. Et aussi, au-dessus de tout cela, de l'intelligence humaine, il y a aussi l'intelligence, c'est-à-dire il y a la spiritualité, c'est-à-dire il y a un Dieu qui gouverne le monde et qui va payer à chacun ce que nous faisons. C'est ce que nous oublions souvent. Vous serez payé selon ce que vous avez fait. Tu fais du bien, tu seras payé contre de ton bien. Le mal, de la même manière. Mais aujourd'hui, on nous fait croire que non, c'est le mal qui domine. Le mal qui domine. Et on vit d'une façon plus que les animaux. Alors, il n'y a pas de panique au niveau des pays africains. Eux-mêmes, ils ont leurs leviers ici qui vont manipuler pour pouvoir faire cela. Donc, Bachir, occupons-nous de nos oignons en Afrique. Comment faire pour chasser les Occidentaux de l'Afrique? Parce que c'est là qu'ils viennent puiser, prendre les choses gratuitement pour venir faire de l'argent ici, pour se faire riche. Nous devons leur refuser. Maintenant, et surtout dans le niveau de la situation de Biden aujourd'hui, il y a des gens qui projettent déjà aller en Afrique, tromper les Africains, soit disant coopération. Il n'y aura aucune coopération entre l'Amérique et les pays africains, sérieusement. Non, c'est la domination. Ne les écoutez pas, chassez-les, parce qu'ils ne vous respectent pas comme des humains, ils vous prennent comme des objets, plus intelligents que vous. C'est faux. Chassez-les. Chassez-les de la RDC, chassez-les de l'Afrique complètement avec leur base militaire. C'est une injustice ce qu'ils font envers nous. Parlons de cela tout le temps. Concernant leur économie, tant mieux. Il faut récolter ce qu'ils ont fait, c'est tout. Nous récoltons, nous subissons. Nous, ici, nous savons que pour nous autres, nous devons serrer nos ceintures et savoir comment vivre pour ne pas devenir n'importe quoi dans ce pays, parce que tout est fait comme ça. Que Dieu bénisse, nous sommes en guerre. Merci. Et merci.
Merci Jean Sarponou, justement depuis les États-Unis d'Amérique. Luc Michel, mais alors on a remarqué quand même que dans le cadre de cette crise, il y a eu une forte mobilisation. On a la Fed, donc la Réserve fédérale américaine, le secrétariat au Trésor, mais également l'Agence de garantie des dépôts qui se sont mobilisés pour essayer de trouver des solutions. Est-ce que cela, tout ce dispositif renseigne sur la gravité, je veux dire, sur les turbulences qui menacent justement tout le système bancaire américain? On est dans une crise équivalente à 2008. C'est cela qu'il faut retenir. Mais le système américain occidental, c'est un tout. Ça comprend des gens qui sont dans le domaine des médias, des gens qui sont dans le domaine financier, des gens qui sont dans le domaine économique. Jonathan citait tout à l'heure Bloomberg comme agence de notation, mais c'est aussi un grand média. Et vous avez des gens en position de force, notamment les réseaux de George Soros. C'est là le lien avec la dernière émission que nous avons faite. Vous savez que j'ai été violemment attaqué par la BBC. Aujourd'hui, la BBC est vent debout contre le gouvernement indien qui l'accuse d'être un média néocolonial. Le gouvernement indien derrière la BBC, elle attaque le grand protecteur de la BBC. C'est un certain George Soros. C'est à ce monde qui est en train de s'écrouler. Très bien. Jonathan Batenguini, est-ce qu'avec un peu de recul, on ne pourrait pas voir cette nouvelle crise comme une stratégie pour fragiliser justement la montée des crypto-monnaies? Non, pas une stratégie. Oui. C'est un scandale aux États-Unis. Oui. Mais Sam Bankman-Fried, il était présenté comme le génie. C'est l'homme qui finançait tous les hommes politiques démocrates, mais aussi républicains. Madame Jerry Band, qui est celle qu'on a présentée comme étant la plus grande bénéficiaire en dehors de Joe Biden. Joe Biden, il a reçu beaucoup plus. Mais parmi les élus démocrates, elle a dit qu'elle va rembourser ça sous forme de dons. Quand les enquêtes ont été poussées, on a vu que en fait, il y avait même du blanchiment de l'argent de drogue qui était donné sous forme de dons, qui était redistribué sous forme de dons dans des campagnes. Vous savez comment ça fonctionne? On vous dit qu'on vous fait don de 18 millions, disons de 3 millions, parce qu'ils dépassaient les plafonds autorisés même par la loi. Oui. Disons qu'on vous donne 2 millions de dollars et que la loi ne prévoit que 1. Bon, vous dites que vos donateurs privés vous ont donné de l'argent. Ils vous donnent 2 millions de dollars. Les 2 millions de dollars, vous devez les dépenser, non, Bachir. Ben, ceux qui font du blanchiment, ils ont des entreprises. On dit que vraiment les États-Unis sont prospères, tout ça. Ils ont des entreprises. Et c'est ces entreprises qui deviennent les prestataires parce que c'est leur argent en fait. Vous leur remettez leur argent. Voilà comment ça fonctionne, le blanchiment d'argent. Les gens croient que quand on dit blanchiment d'argent, c'est que non, on prend, on donne à celui qui est... Le candidat n'est que l'intermédiaire. Il retient une partie pour lui dans des rétrocommissions et le reste rentre vers les véritables acteurs qui, eux, vivent des trafics non déclarés. Mais pour que l'argent rentre dans l'économie réelle, ils font passer ça par des canaux qui sont des canaux formels. Et c'est ces plateformes. C'est comme ça que fonctionne. C'est une mafia. C'est une mafia bien organisée aux États-Unis. Et ils ont formalisé cela sous forme de banque. Regardez même le rang qu'elle avait, 16e banque. Oui. 16e. Je crois qu'il y a quelqu'un au bout du fil. Allô, bonsoir. Bonsoir. Meilleur journaliste au monde. Bonsoir, Sidi. Bonsoir à Jonathan Batenguini-Leroy. Les deux politiques internationales et même le bien le plus utile pour les Africains. D'entrée de jeu, j'aimerais rendre un grand hommage à Nestor Pédassé, grâce à qui aujourd'hui le Burkina s'en va être libéré. Et je dénonce jusqu'à présent l'arrestation arbitraire et l'emprisonnement injuste de ce panafricaniste
qui a combattu pour son pays. Donc, monsieur, moi je dis, c'est une bonne nouvelle qu'on puisse aller vers une nouvelle crise financière mondiale. Parce que aujourd'hui, avec la dédollarisation, des échanges commerciaux internationaux, nous sommes en train de tomber sur ADC, les BRICS, qui seront revenus d'ici là par tous les pays panafricanistes, vont créer un pays nouvel avec des moyens suffisants et des matières premières suffisantes pour de ce côté-là et laisser les Européens et les Américains capitalistes financiers. Pourquoi ils tombent? Les BRICS sont bien, que ça va arriver. Pour qu'ils soient très bien. C'est parce qu'ils ont les moyens qu'ils ont fait de faire la guerre en Ukraine. C'est parce qu'ils ont les moyens qu'ils ont fait de provoquer la Chine. C'est parce qu'ils ont les moyens qu'ils ont fait d'embrouiller le monde. Les États du monde aujourd'hui ne seront mieux faire les moyens. C'est la nouvelle lutte. C'est la nouvelle lutte contre les politiciens qui est en train de écrouler toutes les économies des occidentales et américaines. Pour que la paix puisse gagner et que si vous le dites, je ne pas sûr, le légat de Vergonde le retrouve de que le reste encore le acteur. La réciprocité est utile avec les Américains. Donc, tout ça c'est bien, tout négocier, tout ça vous dire avec eux, les États ne feront pas dire. Donc, ça cela, il y a réciprocité. Donc, ne vous ne créez l'Afrique ne sait pas la terre, la terre choisie. Donc, nous sommes dans le bon côté. Et puis, l'Afrique ne nous suffira même pas. Quelle crise est-ce? Toutes les critiques sont en fond, nos matières premières, désormais, iront là où elles iront. Et nous avons notre position. C'est la pression des BRICS. Et donc, on verra d'ici peu de temps, toutes les choses qui vont se tourner. Et la guerre américaine, on ne parlera plus de guerre parce qu'il y a des moyens pour financer la guerre. Les Américains sont dans la fin de vie. Ils sont la dernière banque de tomber, ils sont en train de passer. Ils sont en train de. Ils sont finis, c'est la faillite totale. L'État même est en faillite aux États-Unis. Et d'ici peu de temps, notre pays va s'harmoniser avec la banque qui va se créer en Centrafrique. La dédollarisation aura été faite et on est venu avec les États-Unis. Et gloire à Dieu et à nos ancêtres qui ont permis tout cela et que Dieu nos ancêtres vous protège Bachir là-dedans. Merci très cher Sidi du Bénin. Nous restons au téléphone et on va à Londres. C'est Mohamed qui nous appelle de ce côté. Mohamed, bonsoir. Mohamed de Londres, bonsoir. Salam alaikum Bachir. Alaykoum salam. Ah, voilà, tu nous as menté durant 24 heures. Monsieur Kelly a bien tenu là-bas quand même. Je lui dis bonjour. Bonjour. Et je dis bonjour aux techniciens que je respecte, que j'aime bien, qui abattent un travail de fourmi. Je les encourage, je les supporte. Jonathan Batengene Le Roc, le point d'ancrage du combat. Je te remercie, je t'encourage, je te supporte, je te félicite. Et vraiment, avec une connaissance encyclopédique du courage, continue sur la lancée. Je salue le patriarche Luc Michel, que je remercie, ma déférence et gratitude. Et oui, Bachir, le thème je continue d'exiger la libération de Nestor Podhaché, comme d'habitude. Et je souhaite que les autorités le relâchent. Par une amnistie, il faut que le président du Burkina Faso le relâche. Dans les plus brefs délais qui soient. Merci bien. Bachir, le thème d'aujourd'hui, là, mais ce n'est que les Anglais disent quelque chose, glimpse. Glimpse, c'est-à-dire le soufflet. C'est le soufflet de la dédollarisation. Le soufflet de la dédollarisation qui commence.
Donc, pour moi, je ne vais pas trop m'appesantir sur le cas des Américains ou bien des Européens. Quelles seront les conséquences pour l'Afrique et quels en seront les bénéfices pour l'Afrique? C'est ce qui m'intéresse. Quelles sont les conséquences et quels sont les bénéfices pour l'Afrique? Qu'est-ce que l'Afrique est en train de préparer? Qu'est-ce que l'Afrique est en train de préparer pour la contre et pour les conséquences de la dédollarisation? Parce que voilà une banque qui crache là-bas aux États-Unis. Les conséquences se font ressentir en Europe. C'est eux qui voulaient mettre à terre l'économie russe. Et Macron, l'autre jour, avait fait une sortie, il était allé sur une place de marché. Et il y a un des agriculteurs qui lui demandait est-ce que c'est vrai ce que le FMI a dit à propos de l'économie russe? Il dit qu'il n'y croit pas. Macron dit qu'il n'y croit pas. Il a demandé au gars est-ce que toi tu y crois? Le gars dit non. Et lui-même, il dit moi-même, je n'y crois pas. Donc, voilà leur position. Voilà des gens qui prévoient tuer d'autres. Mais ils se font harakiri, c'est bien. Ils n'ont qu'à continuer comme ça. Je les encourage, je les supporte. Et ils n'ont qu'à continuer comme ça, se faire harakiri. Et comme ça, il faudrait que l'Afrique se réveille, les dirigeants africains se réveillent et pensent à ce que nous devons tirer, de bien pour nous dans ce qui arrive. Je salue Jean Sakonou, le frère Sidi, tous les autres appelants. For You Media and another view of the world. Merci Mohamed depuis Londres. Nous quittons Londres pour l'Écosse et c'est Peter qui nous appelle de ce côté. Peter, bonsoir. Bonsoir M. Bafi. Merci beaucoup au Call Center et je salue vos invités. M. Batanguele et puis Luc Michel. Je vais être très bref. Vous savez, ce que nous vivons actuellement sur le plan économique et financier est très, très grave parce que quand vous voyez qu'en 5 jours, les banques américaines qui ont effacé plus de 100 milliards de dollars, le valeur boursière, ça fait très peur. Mais quand des économistes, on les interroge les économistes, ils disent que c'est la faute à la Fed qui a augmenté son taux directeur de 20%. Tout ça pour éviter et essayer de neutraliser l'inflation que eux-mêmes ils ont créée avec des sanctions contre Moscou. Vous voyez? Et la SBV Citibank qui est spécialisée pour les startups, etc. Mais les startups, ce sont des sociétés, comme on peut dire, fictives, qui spéculent sur la création, qui spéculent sur la créativité et qui empruntent de l'argent. Mais quand on regarde les ressources réelles de cette banque, c'est à peine 11 milliards de dollars, contrairement à 200 milliards d'actifs qu'ils ont pu percevoir de part et d'autre pour les actionnaires et ceux qui ont injecté de l'argent espérant avoir des bénéfices. Mais aujourd'hui, il y a la réalité. Ils ont voulu faire un jeu qui a été très dangereux pour le gouvernement américain, je parle de la Fed, en particulier de Washington, qui aujourd'hui n'a pas de solution par rapport à ça, puisque les grandes banques comme JP Morgan ou bien Bank of America ou alors le Wells Fargo, qui ont vraiment des index très, très dévissés sur le Nasdaq et le Dow Jones, right? Et ça veut dire que ça va avoir un impact très négatif sur l'euro. Or, si l'euro est affecté par cette crise, ça veut dire que le franc CFA aussi va connaître la même catastrophe, right? Donc, c'est pourquoi j'ai appelé la semaine dernière pour lancer une interpellation au président dirigeant de zone CEMAC. Il faut prendre votre responsabilité maintenant, sinon ça va être très tard. Et je ne crois pas que la population vont supporter encore une inflation qui va affecter le porte-monnaie des pauvres ménagers africains. Je m'arrête ici. Merci beaucoup pour les médias. À bientôt. Merci à vous également, Peter, depuis l'Écosse pour la contribution. Alors, je vois Lamine Diop qui essaye de nous joindre depuis quelques minutes. J'espère qu'il trouvera l'antenne. Et pendant ce temps, retournons vers Luc Michel. Luc, quelle est pour vous la principale leçon que devraient retenir les citoyens du monde et les Africains singulièrement de cette nouvelle crise qui touche les États-Unis et certainement le monde? Luc est avec nous? Oui, je vous entends.
D'accord. Il faut retenir quelque chose. La leçon de tout ce qui se passe, c'est que la dédollarisation du monde est en marche. Que ce soit par ce qu'on appelle le Sud global, les BRICS, la Russie, la Chine, le monde se dédollarise, les États-Unis perdent leur emprise. Voilà la leçon de l'histoire. Très bien. Merci à Luc. Et puis, bon repos à Luc Michel qui a honoré notre rendez-vous avec, naturellement, beaucoup d'efforts. Merci à vous, Luc. Alors, Jonathan Batengene, est-ce qu'on doit ou devrait voir la main russe dans ce qui se passe de l'autre côté? Parce que c'est devenu quand même un classique dans le monde occidental. Tout ce qui arrive à chaque pays occidental, on cite la Russie. Est-ce que la Russie est pour quelque chose? Qu'est-ce qui a relevé les taux directeurs? Tout à l'heure, Pierre a dit quelque chose de fondamental. Le relèvement des taux directeurs de la Fed, qu'est-ce qui a relevé ça? C'est les politiques suicidaires des États-Unis. Ils ont décidé que désormais, du jour au lendemain, ils arrêtent de commercer avec la Russie, même si, pas en catimini. Ils ont acheté plus de pétrole à la Russie que pendant la période où ils avaient des relations normales. Oui. Pourquoi? Les gens comprendront un peu ce qui se passe. Les États-Unis ont dit aux Européens, n'achetez plus le gaz russe, n'achetez plus le pétrole russe. Et les Européens ont écouté moutonnièrement ce que leur disait leur maître états-unien. Et qu'ont fait les États-Unis? Puisque les États-Unis n'ont pas vu d'augmentation de la production des pays du Golfe, n'ont pas vu d'augmentation de la production des acteurs majeurs qui pouvaient leur permettre de véritablement renflouer le marché européen, ils ont dit aux Européens, nous allons vous approvisionner. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont devenus les intermédiaires des Russes auprès des Européens. Donc ils achètent plus chez les Russes et viennent revendre aux Européens. Et les Européens sont au courant de tout ça. Mais ils achètent, ils continuent. Étrangement, Bachir, ils achètent et ils continuent comme si de rien n'était. Il y a même bien plus. Olaf Scholz, un bon suiveur moutonnier, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit que l'enquête sur le Nord Stream, l'explosion du Nord Stream, les preuves qui incriminent les États-Unis ne doivent pas être incluses dans l'enquête. Vous suivez? Quelqu'un vous dit que non, on a tué son enfant. Mais comme il y a les preuves qui incriminent Sanjomba Deo, chez nous au Cameroun, on dit Djomba, donc pour dire sa maîtresse, et pour qui incrimine sa maîtresse, il dit non, les preuves ne doivent pas être incluses dans l'enquête, parce que vraiment, ça va me mettre à froid avec ma personne. Vous voyez un peu, c'est tout à fait incroyable. Cette élite européenne a été, comme dit un rappeur camerounais, zombifiée au sens littéral du terme. Elle a été mise dans une sorte de brainwashing, de lavage de cerveau, tel que ils ne croient aux États-Unis que comme les théistes croient en Dieu. C'est-à-dire, ils sont là, quand les États-Unis disent allons à gauche, ils vont à gauche, il n'y a aucune remise en question, aucune attitude réflexive. C'est ahurissant. C'est comme si on les a mis dans un bain et on a dit au sortir de là, vous êtes désormais les suiveurs des États-Unis, quelle qu'en soit la condition. Donc, ce leadership européen a fouvoyé toute idée même de souveraineté en Europe. Et ils sont en train de suivre moutonnièrement les États-Unis. Les États-Unis ont créé donc des conditions de l'inflation en limitant, en créant de manière artificielle une pénurie de carburant dans le monde. Une pénurie d'hydrocarbures dans le monde. Et en créant sur le marché des hydrocarbures une hausse des prix. Vous savez que le prix des hydrocarbures est très volatile. Donc il est sensible à ces moments de rareté. Donc, il y a une hausse. Et aux États-Unis, pour suivre la hausse du prix des carburants, la Fed a dû relever les taux directeurs. D'abord, ils ont relevé de 2%. Puis, au troisième trimestre, ils ont relevé de manière un peu étrange jusqu'à 11%. Au début du troisième trimestre de l'année 2022, au début du premier trimestre 2023, on a vu alors là une augmentation vertigineuse. D'ailleurs, ils voulaient entraîner tous les pays du monde dans cette augmentation pour compenser essentiellement. Et Bachir, c'est malsain parce que tout ce qu'ils font là, c'est dans le but de compenser les pertes des plus riches aux États-Unis. Donc les plus riches là ne doivent rien perdre. Ils doivent rester toujours très riches.
très bien engraissés. Vous sentez que c'est eux qui contrôlent le système. Ils disent non, si on paie un peu d'argent, vraiment relever les taux directeurs, il faut que les banques prêtent un peu plus cher pour que les entreprises puissent ramener plus de bénéfices. Et comme ça, on se les partage dans les banques. Ces gens ne veulent rien perdre. Donc les plus riches au sommet sont toujours rémunérés par la crise, rémunérés par la pénurie. C'est encore eux qui sont dans le commerce des armes en Ukraine. Donc ils gagnent à tous les niveaux. Eux, ils ne perdent jamais. C'est ça le système états-unien. Nous parlons d'une oligarchie d'affaires et financières qui contrôle les États-Unis. Mais quand on dit oligarchie, c'est pour être gentil, c'est une mafia bien organisée. C'est elle qui contrôle les États-Unis et c'est elle qui amène à ces politiques tout à fait suicidaires de l'État. Le relèvement des taux directeurs de la a voulu suivre l'inflation au niveau de la volée des prix, au volet des niveaux des hydrocarbures. Et aujourd'hui, on a une crise qui est en formation. Regardez le ralentissement des économies européennes dû à ces éléments. Parce que la pénurie de carburant, la pénurie d'hydrocarbures en Allemagne par exemple, a causé la faillite. Ça, c'est les Allemands qui donnent ces statistiques. En juillet 2022, de 250 000 entreprises, 250 000 PME ont fermé. Parmi lesquelles les PME qui avaient même 3 siècles d'existence, dont les plus vieilles PME de l'Allemagne, ont dû fermer. C'est un signal fort. En France, les fermetures de PME ont suivi en cascade, à cause toujours de la pénurie d'énergie. Dans d'autres pays européens, le phénomène est le même. Au niveau de l'Angleterre, c'est 40% de taux d'inflation. 40%, la montée de l'inflation. Le prix de l'énergie a volé de 50%. Dans des laps de temps de peut-être 15 jours. Donc, on vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes taxé peut-être 2 livres. Demain, vous êtes taxé 3 livres. Après demain, vous voyez, l'envolée des prix est phénoménale. D'ailleurs, le peuple anglais, on ne l'avait jamais vu autant mobilisé dans des manifestations. Au mois de février, on a eu l'occasion, janvier-février, on a vu les Anglais dans les rues revendiquant de meilleurs traitements en matière d'accès aux services de base, et y compris l'électricité. L'envolée du prix des énergies a créé cette situation. Et maintenant, l'Europe va vivre ce qu'elle avait elle-même prédit. Ils avaient dit, Bruno Le Maire, qui s'était fait le porte-parole de l'Europe, il a dit, on va mettre l'économie russe à genoux. Aujourd'hui, on voit laquelle des économies en train de se mettre à genoux. Dernier appelant de la soirée, Lamine Diop, depuis Genève en Suisse. Lamine, bonsoir. Bonsoir mon cher Bachir, bonsoir à tous, bonsoir à l'ensemble des panélistes. Pour décrypter la situation du moment, disons que mon cher Bachir, avec la faillite pour l'instant de 2 grandes banques d'investissement technologique américaines, on peut désormais parler de l'impact des trains de sanctions et irréfléchis des Occidentaux à l'égard de la Fédération de Russie sur les États-Unis, et y compris sur la zone de l'Arlarbin. Je ne vais pas durer longtemps parce que le temps m'est compté, mais bien évidemment, ces 2 faillites troublent les marchés occidentaux et les affolent même, et inquiètent toute l'économie de ceux qui ont voulu isoler économiquement la Russie. Et non mondialement, donc tout d'abord, nous savons tous que la Russie ne le sera pas parce qu'elle n'est plus dans le système bancaire à la con, et que les Chinois, généralement, leurs actifs financiers en pourcentage sont principalement détenus par le gouvernement et les banques publiques chinois. Et, donc de ce côté, c'est clair. En revanche, je pense que ceux qui ont voulu suivre les États-Unis de manière assez moutonnée à propos de ces sanctions ne pourront pas y échapper. Effectivement, ça c'est clair, cette crise bancaire, si ça se poursuit au-delà des 2 faillites bancaires, l'Europe et l'Arlarbin vont donc subir le contre-coup de ces crises bancaires comme les États-Unis. Mais je pense que l'Afrique ne le sera pas, parce que quand on regarde bien aujourd'hui, nous savons tous que les pays en général, on sait bien que les risques seront limités. Nous savons ça, on sait que les risques en ce qui concerne l'Afrique non francophone, les risques seront limités parce que le commerce extérieur des zones CFA est insuffisant avec les États-Unis, donc l'Afrique noire sera moins touchée. En revanche, ce que nous constatons ici de surcroît, c'est qu'il y a 31 banques quand même russes sous sanctions occidentales, aucune faillite constatable en Russie. Côté états-unien,
il y a 2 faillites, voire plus, pour les jours à venir. Donc attendons la fin de la deuxième mi-temps de cette guerre par procuration en Ukraine pour saluer l'aube d'un nouvel ordre mondial beaucoup plus juste et humain et respectueux pour chaque peuple. Merci, à bientôt, ciao. À très bientôt, Lamine Diop. Vous l'avez dit, attendons la fin de la deuxième mi-temps. Eh bien, ici, c'est la fin de l'émission déjà. On se retrouvera certainement demain pour le même programme avec une nouvelle thématique. D'ici là, portez-vous bien, mais restez fidèles au programme de Foyo Média Africa.